Chaussures de marche, ok. Appareil photo, ok. Gourde, ok. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on part découvrir les volcans d'Auvergne. Non. J'ai dit qu'on allait en Auvergne. Bon, soyons sérieux. Ils ressemblent à quoi, les volcans d'Auvergne ? Ah, on va faire une chouette promenade. Mais comment ils sont arrivés là, tous ces volcans couverts de forêts ? Et puis bon, moi ça me rassure pas trop de marcher sur un volcan, hein. Est-ce que c'est dangereux ? Non, les volcans de la chaîne des Puys ne se réveilleront pas. Ils sont monogéniques. Mono quoi ? Ça m'a l'air bien compliqué ce mot. Fred, c'est quoi un volcan monogénique ? Et si les volcans de la chaîne des Puys n'ont fait qu'une seule éruption, ils sont là depuis quand du coup ? Et les autres volcans d'Auvergne ? Je suis la terre, le feu, l'eau. J'étais là au début. Et je serai là à la fin. Ah d'accord, merci. Ça coule de source. Bon, c'est quoi le programme ? Quel volcan on part visiter ? Ouh là là, mais il y en a beaucoup trop. Bon, comme j'ai pris mon appareil photo, on va aller voir les plus beaux d'entre eux. En tant que scientifique, j'espère le réveil des volcans d'Auvergne. Pardon ? Décidément, je crois que quelqu'un veut vraiment m'empêcher de faire ma rando, hein ? Eh bien moi, en tant que petite voix, j'espère que les volcans d'Auvergne ne se réveilleront pas. Et j'ai plein d'autres questions dans mon carnet de voyage. Ça sert à quoi la pierre de Volvic ? Et pourquoi le puits de Dôme a cette drôle de forme ? Et c'est quoi un dike ? Et un mar ? Un cratère égueulé ? Fred, au secours ! Eh oui, la petite voix, c'est beau l'Auvergne et c'est une région qui ne manque ni de caractère, ni de cratères. On y compte environ 200 volcans, ce qui en fait le parc volcanique le plus grand d'Europe. Alors je sais, on imagine souvent qu'il s'agit de gentils volcans endormis qui ne représentent plus la moindre menace pour la population de la région. Attention! Vous connaissez la chanson, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Alors les volcans d'Auvergne pourraient-ils se réveiller ? On y reviendra un peu plus tard. En attendant, on va essayer de comprendre pourquoi et comment l'Auvergne est devenue cette pépinière de volcans. C'est juste en dessous. Une pépinière de volcans ? Enfin, ils n'ont pas l'air tout jeunes, ces volcans. Comment ils se sont formés ? Souviens-toi, la Terre est composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte terrestre. Cette croûte est composée d'immenses plaques qui se déplacent lentement grâce au mouvement des roches du manteau. Parfois, elles s'écartent, comme ici, et parfois elles se chevauchent. C'est la tectonique des plaques. Dans notre cas, la plaque eurasienne, qui contient toute l'Europe, glisse peu à peu sous la plaque africaine, ce qui a entraîné la formation des Alpes. Pourtant, on ne sent pas grand-chose. C'est parce que c'est un processus long de plusieurs millions d'années. Dans ce mouvement, la tête de la plaque eurasienne plonge sous la plaque africaine, mais son corps a du mal à suivre. Autour des Alpes et en Auvergne, elle s'étire comme du chewing-gum. La plaque s'amincit, se fissure, laissant légèrement remonter les roches du manteau. La pression étant moins forte, les roches fondent par endroits et forment du... Magma, notre fameux magma qui donne naissance au volcan. Absolument. C'était il y a 25 millions d'années environ. Le magma est remonté par les failles de la plaque pour former les tout premiers volcans d'Auvergne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plongeant sous la plaque africaine, la plaque eurasienne pousse une grande quantité de roches chaudes du manteau jusque sous l'Auvergne. Ces roches provoquent la fusion partielle de la partie inférieure de la plaque. Ça va fondre jusque sous nos pieds alors ? Non, quand même pas. Seulement, vu que la plaque est encore plus amincie et plus légère à cet endroit, sa surface se bombe, se fissure, et toute l'Auvergne aussi. Les roches du manteau s'élèvent de nouveau et fondent en grande quantité. Tout ce magma remonte par les fissures jusqu'à la surface. C'est la fête des volcans en Auvergne. Et il en reste encore du magma sous nos pieds ? Oui, mais la dernière activité volcanique remonte à 7000 ans environ. Alors qui sait ?
Peut-être que de nouveaux volcans sont en préparation. Mais alors, comment expliquer une si grande concentration de volcans sur la région d'Auvergne et en particulier sur la chaîne des Puys? La chaîne des Puys, c'est cette bande située à l'ouest de Clermont-Ferrand. Elle ne fait qu'une cinquantaine de kilomètres de long pour environ 5 kilomètres de large et pourtant, elle abrite une centaine de volcans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de volcans monogéniques. On pourrait dire aussi des volcans à usage unique. Oui, vraiment unique. Regardez. Des volcans à usage unique. Ils n'entrent qu'une seule fois en éruption alors ? Oui, ce sont les volcans monogéniques, comme la centaine de volcans qui constituent la chaîne des Puys. Ils ne produisent qu'une éruption, souvent de courte durée, de plusieurs heures à quelques semaines. Après, ils s'éteignent pour toujours. Ça veut dire que le magma ne remonte plus ? Si, mais il sort ailleurs. Dans le cas des volcans monogéniques, du magma arrive à la surface et forme l'édifice. Mais son alimentation n'est pas continue. Après l'éruption, la lave restante refroidit et se durcit dans les failles pour devenir de la roche. Si du magma tente à nouveau de remonter, ces conduits sont désormais bouchés. Il est donc obligé de passer par d'autres failles disponibles pour sortir. Un autre volcan naît alors à proximité du premier. Et ils se ressemblent tous ? Non, il existe 3 grands types de volcans monogéniques. Si le magma arrive très vite à la surface, il est encore chaud et liquide. Les bulles de gaz qu'il contient s'échappent facilement et éclatent en sortant, projetant des morceaux de lave bulleuse appelés scories. Celles-ci s'accumulent progressivement autour du point de sortie pour former le cône du volcan. C'est un cône de scories. Et si le magma remonte moins vite ? Parfois, le magma s'arrête en chemin et s'accumule dans une chambre magmatique. Là, il refroidit lentement et évolue. Il devient visqueux. Lorsqu'il sort, trop visqueux pour s'écouler, il s'accumule en formant une boule de lave qui grossit peu à peu. C'est le dôme de lave. Mais à l'intérieur, les gaz piégés font monter la pression jusqu'à le faire exploser. Ils provoquent un gros nuage de cendres et de blocs qui dévalent les pentes du volcan, une nuée ardente. Enfin, il y a le cratère de Mare. Un cratère de mare ? Pour les canards ? Non, un mare. M-A-A-R. En remontant, le magma peut rencontrer une nappe phréatique sur son trajet. Le choc thermique provoque sa contraction violente et la vaporisation immédiate de l'eau souterraine. La pression est alors énorme. Ça explose. Le sol arraché forme un immense cratère, tandis qu'un puissant nuage de cendres rase les alentours. Le cratère est finalement alimenté par la nappe phréatique qui le remplit d'eau et forme un lac. Chouette ! En Auvergne, on peut donc se baigner dans un volcan. Les volcans d'Auvergne, pour nous, c'est de l'histoire très ancienne qui remonte à des millions d'années. Pourtant, détrompez-vous, nos ancêtres préhistoriques les ont connus en pleine éruption. Coulées de lave, nuées ardentes, explosions phréatiques, les Auvergnats de l'époque n'emmenaient pas large au fond de leur grotte quand les volcans grondaient. Voici toute l'histoire d'hier à aujourd'hui de nos volcans d'Auvergne. C'est le fil du temps. Il y a 35 millions d'années, ça bouge en Auvergne. À cette époque, les grandes surfaces planes du sol se soulèvent en formant des plateaux, quand d'autres s'affaissent pour former des plaines. C'est notamment le cas autour de la grande faille de Limagne, qui mesure une trentaine de kilomètres de long. Et comme vous pouvez le constater, ici, il fait très chaud. Sous un climat tropical, la région subit de violents orages, dont les pluies provoquent l'érosion des plateaux surélevés. La plaine de Limagne, située en contrebas, se remplit peu à peu de sédiments et de lacs au fil des millénaires. Si vous étiez l'un de ces ancêtres du rhinocéros, vous pourriez tremper vos pattes dans ces grandes étendues d'eau peu profondes au milieu de cet immense marécage. En faisant bronzette au milieu des crocodiles, peut-être aurez-vous l'occasion d'observer les quelques petits volcans qui tout sautent par-ci par-là de façon très dispersée. Et oui, le volcanisme est paisible pour l'instant.
L'Auvergne n'a pas toujours été une région paisible. Il y a 13 millions d'années, les volcans poussent partout comme des champignons et d'immenses coulées de lave recouvrent la région. Parmi eux, le Cantal s'impose. Cet énorme édifice culmine à 4000 mètres d'altitude avant de connaître de puissants effondrements et de s'étaler. Moins haut, mais plus large, il devient le plus grand volcan d'Europe. Venez vous réchauffer contre un mammouth, parce qu'à la fin de cette période, il ne fait plus très chaud. La végétation luxuriante laisse place à des herbes plus basses et un ciel tout blanc. Fini le climat tropical, on passe dans une nouvelle ère glaciaire. Souvent recouverts de glaciers, les monts d'Or produisent d'énormes et violentes éruptions explosives. Bon, on va aller chercher un coin plus tranquille. Après une légère pause de quelques millions d'années, l'activité volcanique reprend de plus belle. Il y a 100 000 ans, 80 petits volcans sortent et s'alignent en parallèle de la faille de Limagne pendant plusieurs milliers d'années. C'est ce qu'on appelle la chaîne des puits. Et elle fait du bruit, cette chaîne. Des explosions, des coulées de lave et de gros nuages de cendres, de roches et de gaz. Les nuées ardentes arrivent jusque dans la plaine de Limagne. Et tout ça sous les yeux de nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, qui subissent déjà le froid d'une nouvelle et dernière glaciation. À 11 km du puits Chopin, des traces enfouies de campements ont été découvertes. Un petit groupe d'individus vivait là jusqu'à l'éruption du volcan. Une coulée de boue destructrice ou lahar a détruit leurs habitations. Heureusement, pas de victimes. L'absence d'ossements humains prouve qu'ils avaient quitté les lieux bien avant. Par la suite, les environs ont été recouverts d'une trentaine de centimètres de cendres provenant du nuage de l'éruption, préservant les constructions des aléas du temps. Une aubaine pour les archéologues. Faisons un grand saut dans le temps pour arriver au XVIIIe siècle. À cette époque, la chaîne des puits est déjà marquée par l'activité des hommes. Depuis plusieurs centaines d'années, les forêts de chênes, de bouleaux et de pins ont laissé place aux parcelles de terre cultivées et aux troupeaux. La chaîne des puits est peu à peu déplumée. C'est aussi pendant cette période qu'on découvre que ces étranges collines sont en réalité des volcans éteints. La région devient donc très attractive pour les touristes venus de France et d'ailleurs. Monter au sommet des édifices est devenu très exotique. Mais l'attirance des hommes pour ces volcans vient aussi de leurs ressources minières. Au XXe siècle, de nouvelles industries se développent et les volcans se révèlent très utiles. La plupart d'entre eux sont constitués de pouzzolane, une roche utilisée pour tapisser les routes et les trottoirs par exemple. Des carrières d'exploitation s'ouvrent un peu partout sans limite de réglementation. On creuse dans les volcans et on prélève les anciennes coulées de lave. Certains volcans sont sur le point d'être rayés de la carte. Aujourd'hui, les volcans sont fort heureusement bien protégés. Depuis 1977, grâce à la création du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, de nouveaux aménagements permettent aux résidents et aux touristes de profiter de la région. De nombreuses activités sont proposées aux populations pour les sensibiliser à la préservation de leur patrimoine. Attention où vous mettez les pieds car les sentiers sont balisés pour limiter l'érosion. Pareil pour les carrières d'exploitation qui sont désormais presque toutes fermées. Les sommets des volcans sont exploités pour permettre aux troupeaux de paître et aux visiteurs de profiter des panoramas. La volcanologie y trouve aussi son compte avec le laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand qui rassemble aujourd'hui une centaine de chercheurs, d'enseignants et de doctorants. Bon, moi je vous laisse, je vais faire une petite sieste au sommet du Puy de Dôme. Du Puy de Dôme, le volcan sans doute le plus célèbre d'Auvergne, au lac Pavin, ce magnifique cratère de marre, en passant par les cônes de scories ou encore les orgues volcaniques, je vous propose maintenant une belle randonnée au cœur de l'Auvergne pour découvrir les empreintes laissées par les volcans et tout comprendre des paysages. Suivez la petite voix, c'est notre guide.
Détrompez-vous, les orgues volcaniques ne servent pas à jouer de la musique endiablée. Également appelées orgues basaltiques, ces étranges colonnes géométriques sont en fait de la lave. Situées dans la commune de Saint-Pierre-le-Chastel, à l'ouest de la chaîne des Puys, les orgues sont issus de la lave du puits de Banson. Cette coulée a presque 2 millions d'années et son épaisseur peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ça en fait de la lave. Alors les orgues basaltiques, ou plus généralement les orgues volcaniques, sont des structures qu'on va trouver généralement à l'intérieur d'anciennes coulées de lave et qui se matérialisent par la présence de grandes colonnes de pierre. Donc elles vont se former lors du refroidissement des coulées de lave, un petit peu comme dans une flaque d'eau. Si on imagine une flaque d'eau qui s'assèche, au fond, la boue qui reste petit à petit se rétracte pour former des plaques à plusieurs côtés. C'est un petit peu le même phénomène qui va se produire à l'intérieur des coulées de lave. Simplement, ce phénomène de rétraction thermique ne se fait pas uniquement en surface, mais bien sur toute l'épaisseur de la coulée de lave, ce qui donne naissance donc à ces colonnes de pierre. Pourtant, certains morceaux de la coulée ne présentent pas de colonnes droites et alignées. Elles semblent toutes désordonnées. Toutes les coulées de lave ne présentent pas cette caractéristique puisque justement, ça va dépendre du taux de refroidissement de la coulée de lave. Après ça, il arrive qu'on trouve des orgues volcaniques également dans des protrusions, c'est-à-dire non pas des coulées de lave, mais plutôt la mise en place de boules de lave. Et dans ce cas, les orgues auront plutôt une orientation radiale. On peut également trouver des orgues volcaniques dans d'anciens filons d'alimentation en magma, dans des dikes. Et dans ce cas, les orgues, les colonnes auront plutôt une orientation horizontale. Nous voici dans la vallée de Chaudefour, ancienne vallée glaciaire, classée aujourd'hui réserve naturelle. Ici, la biodiversité y est particulièrement riche. La végétation luxuriante est dominée par d'étranges pics de roches qui culminent à une centaine de mètres de haut. Ce sont des dikes. Donc ces dikes sont en fait les fissures par lesquelles le magma est remonté vers la surface pour donner naissance au volcan. Le magma s'est donc refroidi à l'intérieur de ces anciennes fissures et ensuite par le jeu de l'érosion, la roche qui entourait ces filons d'alimentation en magma, cette roche a été érodée, contrairement au filon, lui, qui est resté en place. Mais alors, avec des filons de lave aussi gros et aussi hauts, le conduit devait être énorme et le volcan encore plus. Sauf que là, je ne vois aucun volcan géant. Il est passé où ? Alors c'est vrai que ces aiguilles de lave, elles sont très imposantes. Quand on se promène dans la vallée de Chaudefour, elles dominent le paysage. Après ça, elles restent quand même relativement modérées en termes de volume. Néanmoins, il est vrai que le massif des Monts d'Or, dans lequel elles se sont mises en place, est un massif volcanique important, puisqu'il mesure quand même 35 km de diamètre. C'est l'équivalent de l'Etna aujourd'hui. Et pourtant, quand on se promène dans le massif des Monts d'Or, on n'a pas forcément l'impression de se promener sur un volcan, tout simplement parce que là aussi c'est un volcan plus ancien. Les dernières phases d'activité volcanique remontent à 230 000 ans et depuis, l'érosion est intervenue et elle a creusé notamment des vallées, d'anciennes vallées glaciaires, une érosion donc en partie liée à la présence des glaciers en Auvergne. Glaciers qui, en fondant, ont emporté la roche autour de la lave. Et cette érosion semble en arranger plus d'un. C'est mignon, tous ces petits bonhommes colorés qui escaladent les aiguilles. Oui, puisque en Auvergne, on randonne sur les volcans, en Auvergne, on skie sur les volcans, et en Auvergne, on peut même faire de l'escalade sur ces anciennes aiguilles de lave, qui sont des sites effectivement tout à fait reconnus par les alpinistes. Le lac Pavin cache bien son jeu, car il s'est formé dans un cratère. Toute cette eau provient d'une nappe phréatique qui est remontée après l'éruption. C'est ce qu'on appelle un cratère de mare. Ce lac fait aujourd'hui 92 mètres de profondeur. C'est le plus profond d'Auvergne. C'est aussi le plus jeune volcan qu'on ait su identifier à ce jour dans la chaîne des Puys. Alors, c'est vrai que l'activité volcanique du Pavin est récente, un petit peu moins de 7000 ans.
Mais on peut observer effectivement aux alentours du Pavin des manifestations post-volcaniques. On ne va pas parler de volcanisme à proprement parler, mais plutôt de manifestations post-volcaniques avec notamment l'émanation de gaz volcanique d'origine magmatique, donc d'origine profonde, qui va pouvoir s'exprimer sous forme de petites bulles qui s'échappent par exemple après une grosse pluie dans les fossés. On peut observer effectivement ce phénomène de dégazage. Pas d'inquiétude, ces bulles de gaz qui remontent des profondeurs ne sont pas signe de danger. Les cratères de Mars ne produisent qu'une seule et unique éruption. Après, c'est fini. Ce sont des volcans dits monogéniques. Mais ne soyez pas trop rassurés. Avant d'aller y tremper un orteil, méfiez-vous de ce lieu bien mystérieux. On dit également que le nom Pavin viendrait du latin pavins, qui signifie épouvantable, effroi. Donc il existe effectivement une multitude d'histoires associées à ce lac. On dit notamment que de le traverser en barque un jour d'orage, pas bon du tout, puisque vous disparaissez à tout jamais et on ne vous retrouve plus. On raconte également que de jeter un caillou dans ce lac provoquerait un orage. Et puis certains racontent également qu'au fond de ce lac, on trouverait les restes d'une ancienne cité disparue, engloutie, puisque cette ville était un lieu de débauche et de luxure, et que donc la punition divine aurait fait disparaître cette ville à l'intérieur du lac Pavin. Ce ne sont que quelques histoires parmi tant d'autres. Si vous êtes un joli petit aigle et que vous survolez la chaîne des puits, vous passerez sûrement au-dessus du puits de Caume. Regardez comme il est chouette. Ce volcan ne possède pas un, mais 2 cratères emboîtés l'un dans l'autre. Étrange, non ? Il faut imaginer que l'activité du volcan s'est faite en 2 temps, ou alors qu'on a une réduction à un moment donné de l'intensité de l'éruption. On est sur une première phase d'activité, on a des projections, des lambeaux de lave qui sont projetés relativement loin. Et puis imaginez que l'activité volcanique diminue, se réduise. On est sur un petit sursaut sur la fin de l'activité du volcan. On va avoir juste quelques petites projections qui vont s'accumuler, mais qui ne vont pas être projetées aussi loin que les précédentes et qui, de ce fait, vont retomber à l'intérieur du premier cratère qui s'était formé pour donner naissance à ce deuxième cratère, ce qui constitue la particularité du puits de Caume. Une particularité très étrange, parce que je n'en ai pas vu ailleurs dans la chaîne des puits. C'est peut-être quelque chose qui a existé pour d'autres volcans de la chaîne des puits, mais imaginons que la deuxième phase d'activité se poursuive un petit peu plus longtemps que dans le cas du puits de Caume. À ce moment-là, on va venir combler le premier cratère, comme ça a dû se produire pour d'autres édifices. Les autres volcans cachent peut-être plusieurs cratères, mais le puits de Caume, lui, semble être le seul à avoir des rayures sur ses flancs. On dirait un gâteau géant. Est-ce que c'est dû à son éruption ? C'est absolument pas naturel, ce n'est absolument pas lié non plus à l'histoire volcanique de ce volcan. C'est plutôt une résultante finalement de la façon dont la forêt a été exploitée sur cet ancien volcan. Puisque la forêt a été partagée à un moment donné entre plusieurs propriétaires et chacun en fait s'est découpé une tranche verticale, un petit peu comme on aurait découpé un gâteau, et ensuite chacun l'a exploité comme il l'entendait, certains plutôt avec des conifères, d'autres plutôt avec des feuillus, et on voit aujourd'hui très très bien effectivement cette répartition particulière de la végétation sur les pentes du puits de Caume. Ah, le Pariou, si beau, si vert, c'est un peu le volcan typique que l'on aime dessiner. Conique avec un cratère parfait, bien circulaire et très régulier. Sa forme et sa composition font de lui ce qu'on appelle un cône de scorie. Et puis surtout, c'est quand même le cratère le plus profond de la chaîne des puits, avec 95 mètres de profondeur. Et on pourrait dire également que c'est le cratère le plus profond de France métropolitaine, si on exclut bien sûr les volcans des Antilles ou de l'île de la Réunion. D'accord, mais quand on observe les autres volcans de la chaîne des puits, leur cratère n'est pas aussi marqué.
pourquoi est-ce que celui du Pariou est si profond ? On peut l'expliquer d'une part par le fait que le Pariou fait partie des plus jeunes volcans de la chaîne des Puys. Et puis par ailleurs, donc il a subi un petit peu moins d'érosion pour le moment que d'autres édifices. Et puis d'autre part, c'est vrai que d'autres volcans qui existent dans la chaîne des Puys ont pu voir leurs cratères être progressivement comblés, pas complètement non plus, par les projections volcaniques de leurs voisins. Une formation récente et des voisins pas trop envahissants ? D'accord, mais alors, avec une profondeur pareille et cette grande forme de cuvette, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rempli d'eau quand il pleut, ce cratère ? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde la roche qui constitue ces cônes de scorie, on se rend compte que c'est une roche constituée d'une multitude de petits trous. Ces petits trous sont en plus reliés les uns aux autres et constituent donc une roche très perméable. Donc lorsqu'il pleut à l'intérieur des cratères, l'eau va petit à petit s'infiltrer à travers la roche jusqu'à atteindre la profondeur. Elle ne s'accumule pas, il n'y a donc pas de lac. En revanche, lorsque l'eau atteint le niveau de granit, qui lui est une roche imperméable en profondeur, elle va s'accumuler, elle va pouvoir progressivement s'évacuer pour former des sources. Si je vous dis chaîne des Puys, le Puy de Dôme est sûrement le premier volcan qui vous vient à l'esprit. Normal, c'est le plus célèbre de la région. Il fait partie de la dizaine de dômes de lave de la chaîne des Puys. Le Puy de Dôme, c'est quand même le volcan emblématique de la chaîne des Puys. On va dire que c'est déjà, de par son altitude, 1465 mètres, c'est celui qui domine l'ensemble de la chaîne des Puys. On jouit du sommet du Puy de Dôme d'une vue absolument splendide, d'une part sur la plaine de Limagne, avec la ville de Clermont-Ferrand. On voit également très très bien le massif des Monts d'Or, et lorsqu'il fait beau, on va pouvoir voir jusqu'aux Alpes, puisque on dit qu'effectivement on peut voir le Mont Blanc depuis le sommet du Puy de Dôme. Autre point particulier, sa forme. Tout biscornu, il ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait du volcan classique. Avant qu'on ne découvre l'existence des volcans d'Auvergne, au XVIIIe siècle, pas facile de deviner que le Puy de Dôme en était un, avec une tête pareille. Les volcanologues ont bien eu du mal à comprendre pourquoi il était si différent des autres. Alors la forme particulière du Puy de Dôme est liée au fait qu'il n'y a pas un seul dôme, mais deux dômes emboîtés. Donc il faut imaginer la mise en place d'un premier dôme, dont une partie s'effondre lors d'une explosion, et ensuite un second dôme qui s'implante à l'intérieur du cratère, en quelque sorte, qui s'était ouvert. D'où cette forme effectivement particulière avec deux bosses très proches l'une de l'autre. La formation de ces deux dômes est espacée de plusieurs centaines d'années. Ça peut vous paraître long, mais à l'échelle géologique, c'est tellement peu qu'on considère que le Puy de Dôme n'a eu qu'une seule éruption. C'est pourquoi on considère qu'il fait aussi partie des volcans dits monogéniques. Et cet étrange édifice attise notre curiosité depuis bien longtemps. Alors c'est vrai que le Puy de Dôme est un volcan fascinant. Il fascine toujours à l'heure actuelle, mais il fascine depuis très longtemps. Et on a notamment retrouvé à son sommet les vestiges d'un temple gallo-romain, le temple de Mercure, qui a d'ailleurs été construit non pas avec la roche du Puy de Dôme, puisque c'est une roche assez friable qui constitue le Puy de Dôme, mais cette roche provient d'autres volcans. Donc il faut quand même se dire que à cette époque-là, on a fait l'effort de transporter ces blocs de roche jusqu'au sommet du Puy de Dôme, dont les pentes sont quand même bien raides, ce qui atteste effectivement du côté fascinant de ce volcan. Les Gallo-Romains ne sont pas les seuls à avoir rendu ce volcan célèbre. C'est aussi là qu'atterrit en 1911 l'aviateur Eugène Renaud qui réalise l'exploit de se poser au sommet du volcan sans encombre après 5 longues heures de trajet en provenance de Paris. Pas banal comme piste d'atterrissage. Et non, vous ne louchez pas, ces deux volcans sont bel et bien identiques puisqu'ils sont jumeaux. Ces édifices appelés cônes de scorie n'ont pas gardé leur forme conique régulière bien longtemps. Tous les deux se sont déformés à cause de leurs coulées de lave respectives qui ont emporté un côté de leur flanc. La particularité des puits de la Vache et de la Solace, c'est effectivement d'avoir un cratère ouvert d'un côté, on parle de cratère en fer à cheval ou de cratère égueulé,
Donc c'est vrai que lorsqu'un cône de scorie se forme, on va avoir une répartition plus ou moins régulière des fragments de lave qui va donner naissance à un cratère plus ou moins régulier. Mais il peut arriver que simultanément à l'accumulation de ces lambeaux de lave, eh bien, on ait une coulée de lave qui s'échappe de la base du volcan, qui va donc entraîner, comme sur un tapis roulant, les projections volcaniques. Et c'est ce qui s'est passé pour les Puys de la Vache et de la Solace. On a bien cette coulée de lave qui a été mise à la base des volcans, qui a donc permis la construction des cônes, mais d'un côté seulement, l'autre côté étant ouvert vers ces coulées de lave. Coulées de lave qui d'ailleurs ne se sont pas stoppées au pied du volcan, mais sont allées se promener relativement loin dans la région. Regardez ces longues traînées vertes recouvertes d'arbres. Et oui, c'est sur de la lave qu'ont poussé toutes ces forêts. Alors, les coulées de lave des Puys de la Vache et de la Solace font partie des plus longues coulées de lave de la chaîne des Puys, puisqu'elles ont parcouru jusqu'à une quinzaine de kilomètres de long. Et sur leur passage, eh bien, elles ont à un moment donné bloqué un cours d'eau, ce qui a permis la formation de 2 lacs de barrage, que sont les lacs de la Cassière et le lac d'Eda. Et cette lave nous a été bien utile. Le prélèvement d'un petit morceau de bois brûlé dans la coulée du Puy de la Vache a permis d'obtenir la toute première datation des volcans de la chaîne en 1959. Alors, vont-ils ou non se réveiller un jour, ces volcans d'Auvergne? La dernière éruption a eu lieu il y a seulement 7000 ans. Et oui, à l'échelle de la planète, ce n'est pas si vieux. Et plus on s'éloigne de la dernière éruption, plus on se rapproche, peut-être, de la prochaine. Voyons ce que nous dit notre expert volcanologue, François-Dominique de Larouzière. Il y a une convention internationale qui dit qu'un volcan peut être considéré comme potentiellement actif s'il a eu au moins une éruption depuis 10 000 ans. Ça ne veut pas dire que tout volcan qui a moins de 10 000 ans va forcément se réveiller un jour. Et dans le cas de la chaîne des Puys, on est sûr que les volcans ne se réveilleront pas. Il y aura éventuellement un autre volcan qui apparaîtra. Donc tout volcan qui sera plus ancien sera potentiellement éteint. Tout volcan qui sera plus récent ou qui sera actif sera évidemment considéré comme actif. Et puis, il y aura dans cette catégorie des volcans actifs 2 groupes. Les volcans qu'on voit en activité ou que l'homme a observés en activité. Et puis il y a les volcans qu'on appelle dormants, parce qu'on estime qu'ils sont en période d'inactivité, mais qui pourraient très bien se réveiller un jour. Il n'y a aucun moyen de savoir quand viendra la prochaine éruption, si jamais elle survient. Et même dans la chaîne des Puys, qui n'a été active que depuis 100 000 ans, on a eu des moments où il y a eu peut-être une quinzaine de volcans qui sont nés en quelques centaines d'années, et puis ensuite des calmes de plusieurs milliers d'années sans aucune éruption. On est actuellement dans cette phase-là, et on ne sait pas si la prochaine éruption aura lieu ou non. Alors quand on est toujours dans cette incertitude, parce que la prochaine éruption n'aura certainement pas lieu aujourd'hui. On aurait déjà des signes précurseurs qui montreraient que quelque chose bouillonne en profondeur et cherche à remonter vers la surface. Donc ça ne sera pas tout de suite. Mais ça pourrait très bien être dans 6 mois, ou bien dans 5000 ans. Il existe ce qu'on appelle le réseau sismique régional. C'est une batterie de sismomètres qui sont répartis un petit peu partout en Auvergne, et en particulier à proximité de la chaîne des Puys, et qui sont là pour étudier les grands séismes mondiaux. Alors s'il devait y avoir des choses en profondeur, justement parce qu'il y a un réseau sismique avec un grand nombre de stations qui sont réparties à proximité de la chaîne des Puys, on pourrait définir très exactement l'endroit où se produit les séismes. Et s'il y a ce qu'on appelle des essaims de séismes, vous voyez des essaims d'abeilles, c'est un peu la même chose, des séismes qui se produisent les uns après les autres, toujours dans le même secteur, on peut, dans certains cas, mettre en évidence une migration vers la surface. C'est-à-dire que les premiers séismes vont avoir lieu à 22 km, puis les autres vont être à 21, puis les autres seront à 18, puis à 16, et on va se dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de remonter, parce que c'est parti de 22, et puis ça a remonté à 17, et puis ça continue à monter. Et ça, il n'y a pas 136 000 choses qui peuvent remonter comme ça à travers la Terre. Ce n'est pas une taupe qui vient de 22 km de profondeur. Donc c'est forcément un phénomène qui est, surtout ici, lié à des remontées d'un liquide sous pression, en particulier d'un magma. Les 3 scénarios les plus évidents, c'est premièrement la création d'un nouveau cône de scorie.
il y a une fracture qui s'ouvre dans le sol, le magma sort, ça fait des belles explosions de lave rouge et de lambeaux qui sont projetés et qui retombent, qui construisent un petit cône, et on a effectivement un nouveau volcan qui s'ajoute à ceux qui sont déjà là. Le deuxième scénario, c'est un scénario où on envisage que c'est essentiellement une coulée de lave qui se met en place. Donc on pourrait très bien effectivement avoir une coulée de lave qui, comme toutes les coulées de lave, tout liquide va couler dans les creux, donc va descendre du plateau des Dômes vers la Limagne dans une vallée en la remplissant de lave. Et puis le troisième scénario, c'est un scénario qui a été que la chaîne des Puys a connu dans son histoire, en particulier entre 10 et 15 000 ans avant aujourd'hui, où on a eu des phénomènes explosifs très importants avec la mise en place des dômes. Et ces phénomènes-là ont été accompagnés par des explosions de cendres, matériaux pulvérulents, avec des nuées ardentes ou des coulées pyroclastiques. Ça, c'est évidemment un scénario beaucoup plus embêtant, parce que c'est très explosif, très violent, et ça peut effectivement occasionner des dégâts très notables dans l'environnement local. Si ça sort sur le plateau des Dômes, là où est installée la chaîne des Puys, c'est pas très méchant, parce que c'est une zone qui est relativement déserte, il y a presque plus de vaches que de gens, et donc à moins d'avoir la malchance que l'éruption sorte au niveau d'un village, il n'y aurait probablement pas de grand danger. Ce qui serait plus embêtant, c'est si l'éruption ne se produisait pas dans la chaîne des Puys elle-même, mais sur les bordures. On sait que le lieu même de Clermont-Ferrand a été l'objet de plusieurs éruptions depuis 160 000 ans, qui sont très mal connues, y compris des Clermontois. C'est heureux, parce que comme ça, ils ne sont pas trop inquiets. Mais il y a quand même un risque, c'est pas impossible, et si ça s'est produit déjà une fois, il n'y a aucune raison d'imaginer que cela ne pourrait pas se reproduire dans le futur. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui laisse penser qu'un volcan pourrait naître en plein cœur de la ville de Clermont-Ferrand. S'il y avait une éruption près d'une grosse ville, il y aurait évidemment des mesures d'évacuation qui seraient mises en place très rapidement. Ça, on sait le faire. Alors, je ne dis pas que toute la population auvergnate est préparée à ce genre de phénomène, mais il y aurait effectivement un certain nombre d'informations qui seraient diffusées à la population pour faire évacuer les zones les plus menacées. Les équipes de volcanologie de l'Université de Clermont ou de l'Observatoire de physique du globe travaillent sur des scénarios de crise volcanique. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre en place les structures nécessaires pour, communiquer entre les scientifiques qui découvrent les événements et les autorités politiques ou administratives qui vont prendre des décisions d'évacuation ou de choses comme ça. Et puis, l'ensemble des personnes, les médias pour informer la population, pour pas qu'elle soit soumise à des vents de panique et à des comportements irrationnels. Bref, il y a des simulations qui sont faites pour essayer de voir comment on pourrait gérer une situation de crise comme celle-là. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et que vous avez découvert plein de choses. Ah oui, avant de se quitter, une petite question pour vous. Parmi ces volcans de la chaîne des Puys, cherchez l'intrus. S'agit-il du puits de Dôme, du puits Roblochon ou encore du puits de la Vache? Pour répondre, c'est juste en dessous. Ah oui, et puis si vous allez faire une petite rando dans la chaîne des Puys, n'oubliez pas de nous envoyer une carte postale, ça nous fera plaisir. Ciao! Si vous aimez ce dossier, surtout n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres, vous pouvez aussi tiper pour nous soutenir financièrement, soit en faisant un don ponctuel, soit en nous soutenant mensuellement. En tout cas, quel que soit le montant de votre don, ça nous aidera. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. C'est pour la science.